Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours dans la 7e saison du podcast, saison pour laquelle j'ai souhaité avoir un regard prospectif sur l'entreprise de demain. Intelligence artificielle, soft skills, parcours collaborateur, mode de travail, management, leadership forcément, puisque c'est mon cœur d'expertise. On va balayer tous ces sujets. Et on a d'ailleurs bien commencé à les balayer avec des professionnels DRH, des dirigeants et des auteurs. J'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire visionnaire dans la spécialité et le monde des compétences. Alors plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques, de gestion des projets RH pour redéfinir la façon dont vous identifiez, entretenez et faites grandir les talents au sein de votre entreprise. Avec leurs partenaires, plutôt en partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde de travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Et vous savez combien ça me tient à cœur. Alors pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Delfos. Coralie est directrice du développement et de la transformation RH à la Caisse nationale de l'assurance retraite. Ça vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il y a 1 an à peu près, j'ai eu la chance d'avoir déjà Jérôme Friteau, qui est DRH de cette même institution. Coralie partage aujourd'hui avec nous, est venue au micro, pour partager ces réflexions stratégiques qu'ils ont menées avec leur réseau de DRH sur les 5 prochaines années. Donc vous voyez qu'on est au cœur de la thématique de la saison. Ils ont exploré comment la fonction RH peut soutenir la transformation des services et de l'organisation tout en intégrant les enjeux sociaux et sociétaux. Ils ont vraiment à cœur cette notion de symétrie des attentions, c'est-à-dire on souhaite personnaliser, on souhaite améliorer la relation avec l'assuré. Comment est-ce qu'en parallèle, on va personnaliser, améliorer la relation avec le collaborateur ? Comme Coralie avait beaucoup de choses à partager et que je souhaite faire des épisodes courts, je vous propose notre échange en 2 épisodes. Pendant le premier épisode, Coralie détaille leur réflexion sur l'impact du nouveau rapport au travail, sur le rôle du management et sur la demande d'exemplarité en RSE. Dans le 2e épisode, Coralie reviendra, donc la semaine prochaine, sur l'évolution du cadre du travail et le défi de la complémentarité entre l'humain et la machine. Vous voyez l'IA arriver dans ce que j'évoque. Donc, ce sont des épisodes riches qui seront à la fois utiles si vous êtes dirigeant, professionnel DRH ou manager pour tout le monde. Je vous souhaite donc une bonne écoute de ce premier épisode et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le suivant. Bonjour Coralie. Bonjour Delphine. Coralie, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices ? Oui, donc je suis Coralie Delfos, la directrice développement et transformation RH à l'assurance retraite Caisse nationale. Alors qu'est-ce que c'est l'assurance retraite Caisse nationale ? C'est tout simplement l'organisation qui s'occupe de la retraite de base en France. Et donc on est finalement on a une double casquette à la Caisse nationale, c'est-à-dire une première qui est qu'on est tête de réseau, c'est-à-dire que moi j'anime un réseau de DRH accompagné évidemment du DRH Jérôme Friteau, donc un réseau de DRH qui est sur tout le territoire dans les CARSAT, les fameuses CARSAT que peut-être certains et certaines auditrices connaissent.
Et puis, de l'autre côté, on gère en notre propre effectif, donc au niveau de la Caisse nationale, qui mélange pour le coup plein de fonctions différentes. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des directions très nationales, tête de réseau elles-mêmes, des directions informatiques, notamment avec un gros effectif qui concerne les fonctions informatiques, et puis l'équivalent finalement d'une CARSAT en Île-de-France, puisqu'on gère la retraite des retraités d'Île-de-France. Ouais, donc c'est un périmètre assez large et assez différent. Qu'on pourrait apparenter quand tu es dans un groupe, parce que parfois c'est vrai que tu gères des filiales et en même temps tu peux gérer la maison mère entre guillemets. C'est ça, exactement. Donc, une dimension assez hybride qui a l'avantage de ne jamais nous détacher du terrain, contrairement peut-être à d'autres maisons mères qui sont parfois très éloignées de ce qui se passe sur le terrain de manière très opérationnelle. Nous, on est chevillés au corps et tous les jours au quotidien. Oui, effectivement, c'est un élément qui est pas neutre. Alors, donc Coralie, j'avais envie de faire un épisode un peu prospectif et j'avais envie de le faire avec toi parce que vous êtes quand même un laboratoire, vous testez beaucoup de choses. Enfin, un laboratoire, moi c'est comme ça que je vous vois, mais après c'est peut-être pas comme ça que vous définissez, mais j'ai le sentiment que vous testez beaucoup de choses. J'ai eu le plaisir d'avoir Jérôme sur le podcast. D'ailleurs, Jérôme Frito, je mettrai le lien vers cet épisode dans les notes de ton interview. Donc, Coralie, j'aimerais qu'on parte un petit peu en prospective, donc on se projette à 5 ans, alors sachant qu'il n'y a pas de vérité, hein, on est un petit peu, voilà, comment est-ce que tu vois évoluer le management et l'expérience collaborateur? C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de disruptions. Il y a une disruption technologique, mais il y a aussi une disruption du rapport au travail, de l'évolution des modes de travail. Et puis une disruption générationnelle qu'on a beaucoup vu avec les nouvelles générations, mais en fait maintenant on a la seniorité qui arrive en masse dans l'entreprise. Donc voilà, donc par rapport à ce tableau, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer et du coup qu'est-ce que vous mettez en place et toi comment tu vois les choses si on essaie d'aller un peu plus loin, se passer dans quelques temps? Alors, je sais pas si je vais jouer la carte de la Tipeee en partant de cette manière-là, mais je vais peut-être aborder une casquette, adopter plutôt une casquette métier avant de parler RH, parce que finalement, on a une mission de service public qui est de servir la retraite en France. On peut se dire un service public assez historique. On parle de la sécurité sociale, hein, globalement, si je vulgarise pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc une mission de public, on peut dire que finalement, c'est un peu ces grosses institutions où pas grand-chose ne bouge, où ça n'évolue pas vraiment. Et pour autant, on est traversé par un nombre d'évolutions et tu vas parler des évolutions technologiques, ça en fait partie évidemment, mais pas que. Il nous amène finalement à avoir une transformation de nos métiers qu'on a voulu finalement cartographier un peu et sur lequel on a voulu mettre un effort côté RH justement parce que notre fonction RH, elle est quand même là aussi et surtout d'ailleurs en soutien de ces transformations-là. Et paradoxalement, dans une mission qui reste peu ou prou la même, on a des orientations dans la manière de rendre le service à l'assuré qui changent énormément, avec évidemment la digitalisation des échanges avec nos assurés, des flux d'informations, l'automatisation d'un certain nombre de saisies, des changements d'outils, qui amène à un changement très concret et très opérationnel, qui est que là où avant on avait des métiers où, si je caricature, on pouvait se dire finalement c'est du traitement de dossier et c'est une tâche qui est très administrative, on en vient de plus en plus sur une fonction orientée client, qui en l'occurrence amène à une transformation de l'expérience collaborateur sur ces fonctions-là notamment, qui sont notre cœur de réacteur, hein, qui sont notre cœur de métier. Donc on a un véritable accompagnement qui se dresse finalement sur la question de l'accompagnement métier, c'est-à-dire comment j'amène les gens à être plus proactifs par rapport à un assuré, comment je les amène à prendre en compte un assuré qui est de plus en plus présent dans le processus, de plus en plus en amont et de plus en plus exigeant, comment j'ai une personnalisation de la réponse que j'apporte à l'assuré et comment même je vais aller vers lui à un certain nombre d'égards pour typiquement ceux qui n'ont pas recours au droit y aient recours demain, comment je gère ce contact qui est beaucoup plus régulier et ça va dès la réception des documents de l'assuré par celui qui est en début de chaîne en direct jusqu'à celui qui va livrer la prestation.
Donc, il y a vraiment une dimension de conseil qui est bien plus prégnante. Et donc, quand on parle de l'expérience collaborateur, c'est pour moi, à mon sens, s'intéresser aussi à ce qu'est le métier. Et en l'occurrence, c'est un vieux concept. Je ne sais pas s'il est galvaudé ou pas, mais la question de la symétrie des attentions prête plutôt bien son nom, en l'occurrence, puisque je parle depuis tout à l'heure des assurés pour vous parler de l'expérience finalement collaborateur en tant que tel. Et de comment on l'accompagne vers un métier qui est tout à fait différent, avec des personnes qui, en l'occurrence, nous, on n'est pas dans une logique de vouloir avoir un turnover qui fasse son effet, qu'on a un renouvellement et que finalement, bon an, mal an, on arrive à peu près à la cible de cette manière-là. Non, nous, on est une mission de service public. On a des gens qui restent attachés à cette mission de service public, des personnes qui ont une expertise. Traiter un dossier de retraite, c'est d'une complexité sans nom. Moi, quand je vais voir les équipes sur le terrain, je reste toujours béat d'admiration devant ce qu'ils font au quotidien et la maîtrise qu'ils peuvent avoir de cette législation qui est complexe. Donc, on a un besoin d'avoir ces personnes-là avec nous. Donc, on a besoin de renouveler l'expérience de travail, de les accompagner dans cette expérience de travail qui se renouvelle et d'accompagner leur expérience en tant qu'individu, évidemment, par rapport à cette question, que ce soit sur l'accompagnement métier. Donc là, on peut avoir une question je pense, de personnalisation de l'expérience de formation, par exemple, qui va entrer en jeu. Et puis après, évidemment, toute je dirais ce qui va constituer l'individu dans le travail, de qu'est-ce qu'on leur offre comme expérience de travail, comme cadre de travail, avec une visée, je dirais, chez nous et sans doute qui se place dans la droite lignée de ce que tu as pu évoquer tout à l'heure, où aujourd'hui notre enjeu, c'est de vraiment créer un cadre de travail qui est sécurisant, facilitant, en vue de nos objectifs évidemment en termes de mission et de service public, mais en vue aussi de ce qui nous traverse. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les questions que tu adresses là, nous, on s'est posé ces questions-là finalement avec notre réseau de DRH pour constituer ce qu'on appelle notre SDRHT, qui est ce qui va finalement dresser un peu notre gouvernail pour les 5 prochaines années. Et donc, on s'est vraiment demandé qu'est-ce que finalement les évolutions sociétales font à la stratégie RH. Et donc, on est venu adresser ces questions des nouveaux rapports au travail, de la demande d'exemplarité dans la RSE, du défi de la complémentarité, notamment entre l'homme et la machine. Alors, l'homme avec un grand H, d'ailleurs, je vais modifier tout de suite en disant humain fois technologie. La question d'un monde incertain est toujours plus complexe. Et donc, on s'est dit ça, c'est des mouvements de la société qui traversent les individus que sont évidemment nos salariés. Et on s'est posé la question finalement de comment ces individus, qui sont nos salariés dans nos organisations de fait, amènent ça dans l'entreprise et donc comment ils nous traversent fondamentalement, ils nous amènent à adopter des réponses qui soient différenciées. Donc on s'est vraiment posé la question sous ces différents axes et je résumerai, mais ce n'est pas que ce simple objectif-là, mais que cette question dans l'expérience collaborateur, d'assurer un cadre de travail qui soit facilitant, aussi bien dans le métier que sur l'organisation, et sécurisant, je dirais que c'est un peu l'enjeu phare qu'on essaie d'adresser avec tous nos dispositifs et qui passe notamment, entre autres, et je n'en dis là qu'un mot, par la personnalisation notamment de nos organisations du travail, dont certaines innovations RH, en effet, ont fait un peu plus lumière de la Caisse nationale dans les médias. Si je reprends la question que vous êtes posée, quelles sont les questions sociales, enfin comment les questions sociales influencent la stratégie RH? Vous en avez retenu quoi? Concrètement, ce qu'on a retenu, si je les prends un à un, parce que finalement on en a 4, donc c'est l'avantage, on a rangé un peu la maison. La première, donc sur les nouveaux rapports au travail, on s'est dit, première tendance, on a une vague un petit peu de fond qui est là, peu palpable, pas toujours documentée d'ailleurs de manière scientifique, ce qui rend pas l'exercice toujours très évident, qui a apporté de nouvelles aspirations et notamment un nouveau rapport au travail et du positionnement, je dirais, du travail dans la vie des personnes, avec un changement peut-être de paradigme, c'est-à-dire qu'on cherche du sens, on cherche du plaisir, sans pour autant donner à son travail une place centrale. Donc ça, c'est le premier pilier sur lequel on s'est interrogé. Et la conclusion qu'on en tire typiquement par rapport à ce pilier-là, c'est de se dire dans notre action RH,
comment finalement on tient compte de ces aspirations dans les modèles que l'on va proposer, comment aussi on a un management qui s'adapte à ces tendances-là, sans aller sur le sujet de l'intergénérationnel, je dirais même pas tellement dessus parce que ce serait presque caricatural. Nous, on le voit bien qu'en fait, les mouvements que l'on identifie plus chez les jeunes, en réalité, les jeunes sont peut-être les premiers à s'en saisir, mais on voit que ça infuse finalement petit à petit à bien des endroits et que c'est pas tant générationnel que ça, même si le mouvement, peut-être l'émergence naît de cette génération-là. Par rapport à ce que tu dis sur ce nouveau rapport, alors tu as dit quelque chose d'important. Tu disais qu'effectivement c'était peu documenté et qu'il y avait cette contradiction de on veut que le travail nous apporte du sens et en même temps on veut s'en détacher. Donc tu parlais du management. Moi je vois souvent un inconfort des managers. Tu vois, j'ai des managers qui me disent parfois, j'étais avec des notaires il y a pas longtemps en préparation d'une conférence justement, un milieu que je côtoie, que je connaissais peu en fait, donc il y a la même problématique que les autres entreprises, hein, mais qui me disaient plusieurs me disaient on est complètement démunis parce qu'en fait ils attendent énormément de nous, de l'entreprise, sans avoir envie d'y donner grand chose. Donc après ça peut être une perception, hein, on est bien d'accord. Il y a des études intéressantes qui montrent que c'est une perception d'une certaine manière, mais voilà. Comment est-ce qu'on peut juste s'arrêter un peu là-dessus et comment est-ce que vous accompagnez les managers là-dessus parce que c'est pas facile à gérer. Enfin, je veux dire voilà, c'est pas. Ouais, cette question-là, elle est passionnante parce que c'est une réinvention du contrat social en fait. C'est la question de qu'est-ce que l'on donne, qu'est-ce que l'organisation nous donne dans un rapport qui est équilibré d'une manière différente qu'il ne l'a été par le passé, avec des questions qui sont formulées de manière différente alors, pour répondre peut-être à ta question, je dirais sur 2 points. La première, c'est que ce nouveau rapport-là, en fait, interroge très fortement la question du sens. Et la question du sens, j'aime souvent à dire qu'on a le grand sens et le petit sens. À la sécurité sociale, dans la branche retraite, le grand sens, entre guillemets, on l'a presque de manière naturelle. Par essence, la sécurité sociale en France, c'est un objet de fierté. On n'a même pas besoin de se poser la question de pourquoi on travaille. Peut-être à la différence d'autres organisations. Même si je pourrais vous dire que c'est vite oublié, que ce soit dans la partie recrutement, parfois ou dans la partie, en tout cas avec les personnes qui restent un peu plus longtemps, certains finalement finissent par perdre ce grand sens. Et donc c'est l'autre question qui se pose, c'est la question du petit sens. Donc il y a un enjeu, en effet, je n'irai pas forcément sur cette formule de manager par le sens, parce que je pense qu'il faut réussir à ce que chacun se ressaisisse de ce sens-là, et notamment dans son quotidien. Et nous, ce qu'on développe depuis quelques années, et notre ambition, et on a notamment au niveau de la Caisse nationale signé un accord sur la qualité de vie et les conditions de travail qui va pleinement en ce sens, c'est la question du dialogue finalement sur le travail. C'est-à-dire comment on fait en sorte que le sens est retrouvé parce que les gens se posent la question de ce qu'ils font au quotidien, la manière dont ils le font, à quel moment une procédure qu'on applique depuis des années, elle est caduque, à quel moment on perd du temps, à quel moment on perd de l'énergie, à quel moment on pourrait trouver finalement des voies de passage à certains endroits de manière à finalement travailler et avoir le sentiment de faire un travail bien fait, de ne pas s'encombrer de tous ces cailloux dans la chaussure qui ne nécessitent pas pour le coup de remonter à des strates et des strates hiérarchiques pour débloquer des problèmes et finalement s'enlever ce fantasme-là que rien n'est possible à son échelle. Donc là-dessus, on a une vraie démarche qui a été menée dans un certain nombre de directions et qu'on va continuer de poursuivre avec des espaces de dialogue sur le travail où c'est d'ailleurs intéressant. Moi, quand je suis arrivée à l'assurance retraite et que j'ai vu ça, parce que je l'ai pas dit en introduction, mais moi, ça fait 9 mois que je suis arrivée, donc j'en suis encore à certains endroits au moment du rapport d'étonnement, mais c'était intéressant de voir que de ce que les gens retenaient dans ce que peut être finalement l'innovation managériale ou RH, c'était celle de se parler et de remettre du sens sur ce qu'ils faisaient et sur la manière dont on le faisait. Donc ça, c'est un premier point vraiment sur lequel on travaille et on le fait à travers des dispositifs aussi plus classiques. Hein. Moi, je pense à ne serait-ce que cette année, on a une rénovation alors qui avait déjà démarré côté Caisse nationale, mais qu'on a étendu au reste du réseau sur la question de l'entretien annuel, d'avoir un entretien qui soit
beaucoup plus dans l'échange, beaucoup moins un temps d'échange stressant, mais un temps d'échange où on donne la possibilité aux collaborateurs de le préparer, voire même on lui dit que s'il ne le prépare pas, l'entretien aura difficilement lieu, puisqu'on a même d'un point de vue outil, on travaille avec un outil qui vraiment met comme première étape la préparation du salarié par rapport à son entretien annuel, puis d'avoir une logique dans le temps finalement, considérant qu'en plus on a une activité qui bouge beaucoup, on a besoin d'un dialogue régulier autour de ces objectifs, de manière à suivre, de manière à pouvoir avoir du feedback de manière régulière, de pouvoir s'ajuster évidemment aux besoins parce que l'activité bouge. Donc on est aussi bien sur des moments, je dirais, très charnières d'essayer de faire évoluer des dispositifs qui, somme toute, sont assez classiques, que sur un dialogue managérial et quotidien, d'avoir finalement des espaces que l'on crée et qu'on facilite aussi au niveau du manager, parce que là, les espaces de direction de travail, typiquement, c'est une méthode. Pour celles et ceux qui se sont prêtés à l'exercice, ils sont accompagnés pour le faire par nos équipes RH pour finalement déployer ce type de méthodologie. Et le deuxième pan, je dirais, pour répondre à la question de comment finalement les managers, on les aide à gérer ça, il est vrai qu'on a dressé le constat et on s'est notamment posé la question très récemment en faisant un bilan de notre parcours de formation initiale pour les primo-managers. On s'est posé la question et finalement, qu'est-ce qu'on leur donne aux managers à ce moment-là, ou si on doit s'interroger au-delà de référentiels évidemment que l'on a déjà, de qu'est-ce qui va faire un bon manager? Et on s'est vraiment dit, finalement, un manager, c'est celui qui doit de plus en plus apprendre à composer avec des injonctions paradoxales, et j'ose le dire, qui vont devoir prioriser entre d'un côté le collectif, d'un côté le pilotage avec toute la dimension chiffrée, presque industrielle qu'il peut y avoir derrière, avec l'accompagnement des transformations. Et donc, de se dire, dès finalement la prise de poste, il faut qu'on arrive à poser ces injonctions paradoxales-là et leur donner les outils, la réflexion, l'importance de chacun de ces enjeux, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'en saisir, en se posant d'ailleurs d'autres questions connexes, qui est la question pour un manager, par exemple, de la répartition entre, je dirais, le cœur métier et le management. C'est-à-dire comment j'ai une connaissance suffisante des métiers que j'encadre sans avoir non plus à faire le métier à la place de mes salariés. Je suis bien là pour manager, apporter une dynamique d'un collectif de travail, pour gérer finalement les injonctions paradoxales et faire en sorte que la musique fonctionne. Mais je ne suis pas chacun des instruments finalement de l'orchestre. Une autre question qui à mon sens est corollaire à celle-ci, c'est les aider à se placer dans un écosystème qui en effet n'est pas toujours simple, et ça veut dire aussi s'ouvrir à autre chose que son propre collectif, en tout cas dans un écosystème comme le nôtre qui est assez large. Et puis la question du management de l'équité et du collectif de travail, qui pour le coup, je pense que c'est là où sans doute, par les choix de politique RH qui ont été faits ces dernières années au sein de l'assurance retraite, on les emmène doucement vers cette transformation-là. Il y a eu le télétravail en premier lieu, qui a amené déjà une forme de personnalisation de l'expérience de travail. On a eu la question des horaires variables qui est venue également apporter son lot de personnalisation. On a la semaine en 4 jours qui est venue apporter une autre brique. On a la question des entretiens annuels qu'on fait évoluer. Bref, tout un tas de petites choses qu'on est venu placer au fil de l'eau. Alors, quand je dis placer, n'y voyez pas une dimension complètement calculatoire, mais en tout cas, une transformation qui s'est accompagnée aussi, à certains égards, de dispositifs qui vont au-delà de la gestion comportementale des humains, mais de l'encadrement plus large de ces organisations. Mais qui correspond aussi aux différentes attentes, à l'évolution des attentes d'une manière générale, puisqu'on a aussi, on parlait de symétrie des attentions, vos collaborateurs, vos managers sont aussi des consommateurs, en entreprise, c'est aussi des clients, en fait, quelque part, Et d'ailleurs, pour compléter là-dessus, cette année, nous, on a un projet pour les managers du réseau, pour notamment du cœur métier retraite, où l'objectif, c'est de parler avec eux de performance sous l'angle de performance durable.
C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de se détacher de ce paradigme parfois tayloriste qu'on peut avoir dans le management, de tout le monde est logé à la même enseigne, doit traiter le même nombre de dossiers, etc., etc. Pour se dire, cette approche-là, elle ne marche plus dans une société, je dirais, en tout cas dans une organisation où on est quand même globalement, on a besoin de cerveau, quoi. Et le cerveau fonctionne pas de cette manière-là. Et donc, de se dire, le pilotage par les indicateurs, par exemple, est un levier parmi tant d'autres, et notamment un certain nombre de leviers humains pour manager la performance. Donc, on vient, par des briques aussi d'accompagnement, essayer évidemment, les outiller sur ces questions. Là, du coup, on en était en fait à la première. On était toujours sur le premier item, parce qu'on a parlé, on a dit qu'il y en avait 4. C'est ça, ouais, Coralie. Donc, il y en a 3 autres. Exactement. Donc je propose qu'on aille sur le deuxième. Le deuxième, donc c'était une demande d'exemplarité dans la RSE. Alors, c'est pas déconnecté du premier, hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les 4 axes sont très corrélés, les uns avec les autres. Où là, en l'occurrence, on le voit, hein, cette nouvelle dynamique qu'il peut y avoir avec des attentes fortes sur des piliers, je dirais, où les organisations étaient pas ou peu habituées à répondre. Alors, il y a la question évidemment environnementale d'un côté, qu'on doit se poser aussi, hein, dans un service public, parce qu'on représente aussi un poste de dépense carbone pour l'ensemble de nos citoyens. Donc cette question-là, évidemment, qui se pose de qu'est-ce que l'on fait à notre échelle à l'assurance retraite sur cette question. Et puis le deuxième, je dirais un petit peu plus, qui est la question de la cohabitation, la collaboration entre des personnalités, je dirais, singulières. En tout cas, cet accueil que l'on peut avoir de la singularité, ce qui est nommé, j'ai rien de très original entre guillemets sur la question, la diversité et l'inclusion, avec une approche quand même chez nous, en tout cas moi quand je suis arrivée, de se dire ce sujet-là, on ne l'abordera pas sous l'angle d'une forme de concurrence entre des singularités que l'on pourrait identifier par rapport à une identité qui est propre, on va venir faire un plan d'action qui va venir toucher en premier cette typologie de population, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-là. On se dit c'est pas tellement de cette manière dont on veut l'aborder, mais plutôt de comment on crée un cadre de travail, une forme de sécurité psychologique qui permette à tout à chacun finalement de pouvoir en effet donner ce qu'il a envie de donner dans son travail, ce qu'il a envie de mettre sur la table, et que ce ne soit pas un sujet en réalité, et que ce soit une question liée à l'identité sexuelle, que ce soit une question liée à un trait culturel, que ce soit une question liée au genre, qu'importe, mais en tout cas qu'on travaille de manière très globale à créer ce cadre de travail-là. Ouais, en fait, tu en as parlé au départ, tu parlais du cadre je voulais y revenir tout à l'heure après, mais c'est du cadre de travail facilitant, sécurisant. Mais je pense que ça fait le lien avec ce que tu as abordé au départ, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, derrière ce qu'on entend par sens, il y a l'utilité, mais il y a beaucoup être soi aussi. Et par rapport à cet engagement, il y a aussi, on attend beaucoup de l'entreprise, mais on n'a plus envie, et ça, c'est plutôt très sain de mettre un masque. Alors, être soi veut pas dire ne pas respecter les autres, hein, on s'entend bien, mais on n'a plus envie forcément de mettre un masque, on a envie de pouvoir être plus libre d'être nous-mêmes. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, tu le relis à l'aspect social de l'entreprise, et je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. Et c'est vrai que ça nécessite un vrai travail sur le cadre pour qu'on puisse ne pas avoir peur quelque part. Mais ça nécessite aussi un travail sur la posture du manager, parce qu'en fait, c'est quand ton manager se met dans cette posture de singularité, même de vulnérabilité, parce qu'en fait, quand même, quand on va poser une singularité, on se rend vulnérable parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, en fait, quelque part. Et voilà. Et d'ailleurs, avec toute cette difficulté que je vois, qu'il y ait des managers un peu perdus en disant, c'est comme avec cette histoire de bienveillance, où c'en est devenu de la complaisance, et se dire, ok, qui dit expression de la singularité, dit pas non plus nier. Je veux dire, voilà, c'est pas, on va pas arriver, on va pas arriver en imposant des choses aux autres non plus. Donc en fait, c'est comment j'exprime ma singularité dans le respect des valeurs de l'entreprise, du collectif, etc. Et par rapport à ce que tu dis aussi, qui est important, c'est que le manager, il a une double, parce qu'on parle d'injonction paradoxale. Donc il a cette injonction de comment j'y arrive, et là, tu vois, de conjuguer cette singularité, mais avec du collectif, mais aussi cette injonction, parce que tu l'as beaucoup évoqué, et c'est quelque chose sur lequel vous êtes très avancé, je trouve ça super, de comment on va conjuguer l'aspect
personnalisation de la relation, que ça soit dans les modes de travail, dans tout ce que tu as évoqué et dans ma singularité, et la dynamique collective qui est fondamentale parce que avant tout, l'entreprise, c'est un collectif en fait. Et ça, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Comme on a déjà parlé 25 minutes, je fais des épisodes assez courts, Coralie, ce que je propose, je le dis pour mes auditeurs, c'est qu'on va faire 2 épisodes. Donc là, en fait, je vous laisse sur ces questions fondamentales sur lesquelles nous allons continuer à échanger avec Coralie, si tu en es d'accord. Et comme ça, vous pourrez écouter dans un 2e épisode les réponses. Voilà. Avec ça, je suis sûre que vous allez écouter l'épisode suivant. Alors, Coralie, je te donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. Et bien, à bientôt, Delphine. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand nombre, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.